Donc, poser la question du made in local, hein, comment faire pour créer du made in local, comme on va le voir, c'est un peu reposer deux questions assez fondamentales finalement. C'est re-questionner finalement la manière avec laquelle on conçoit le développement économique de nos territoires, d'une part, et d'autre part, comme on va le voir, ça re-questionne directement aussi la manière avec laquelle les projets entrepreneuriaux, la manière avec laquelle nos entrepreneurs peuvent concevoir leur développement économique. Comme on va le voir, c'est aussi, plus concrètement, se poser la question de ce qui est produit à proximité et de la capacité à finalement rapprocher finalement nos savoir-faire, nos compétences, nos activités présentes sur un territoire donné, la capacité à rapprocher cette production des besoins du territoire, de la demande locale, des besoins locaux. Et donc, comme on va le voir au fil des interventions, on va à la fois s'interroger sur finalement l'intérêt, le caractère vraiment inspirant de la notion de made in local pour développer nos territoires, mais aussi rentrer plus concrètement dans des exemples qui incarnent le fait que voilà, c'est possible, c'est pas qu'une incantation. On peut vraiment concevoir des entreprises et des activités tournées vers le local. Je vais rapidement donner la parole à nos intervenants. Je vais les présenter rapidement. Je vais essayer de stopper ce défilement. Ouais, c'est là-haut. Tac. Donc, nous avons tout d'abord Monsieur Burtin. Enfin, Monsieur Burtin interviendra en dernier, mais je peux commencer par le présenter. Donc, c'est le directeur de Dalkia Méditerranée, et il nous expliquera donc comment Dalkia, à travers la thématique des énergies renouvelables, incarne finalement cette application du Made in Local. On aura également Monsieur Chauvin et Monsieur Vallée qui nous viennent du Jura. Merci d'avoir fait la route. Et qui nous présenteront donc justement une déclinaison jurassienne du concept, le Made in Jura. Ils nous expliqueront en quoi ça s'inscrit dans le projet de l'entreprise de M. Chauvin et en quoi finalement plus largement ce label et ce réseau contribuent au développement économique du territoire. Et puis pour démarrer, je vais laisser la parole à Raphaël Souchier, qui voilà, on a la chance de l'avoir en France, expert des économies locales durables et grand connaisseur des initiatives nord-américaines, puisque nos amis nord-américains voilà, il y a des mouvements entrepreneuriaux en Amérique du Nord, et il le dira mieux que moi, qui ont cette philosophie du Made in local chevillée au corps. Et donc, il va nous expliquer un peu quel est le sens de cette vision économique-là. Donc, Raphaël, je vous propose de me rejoindre. Enfin, je vais vous laisser la place. Ça, on va l'éteindre. Alors... C'est à vous pour avancer, c'est ça ? Ouais, c'est donc. Okay. Bonjour. Alors voilà, on vient du Jura, moi je viens de Bretagne, Marseille, donc on a toute la France là dans ce triangle. Alors moi je m'intéresse au Made in Local. En fait, Made in Local, c'est le titre d'un bouquin que j'ai sorti il y a quelques temps, parce que tout ce qui était écrit sur le, entre guillemets, Made in Local, parce qu'en fait, c'est du franglais. Les Anglais, ils diraient plutôt Made Local, hein, ou Made in China, ou Made in, etc. Et donc, l'éditeur a choisi ce titre-là parce que, dire au moins, ça parle au français. Parce que ça fait référence à quelque chose d'autre. Je me suis intéressé à ça parce que depuis une trentaine d'années, je crée et j'anime des réseaux de coopération entre des territoires européens pour la Commission européenne sur des thèmes liés au développement durable. Et dans les dernières années, j'ai recherché en particulier... En fait, quand on fait ce type de travail, on cherche où est l'expertise, où sont les gens qui ont déjà bien avancé sur un thème quelconque, hein, que ce soit le tourisme durable, la construction durable, la gestion des déchets, etc. Et puis, on fait un travail de rencontre avec l'ensemble des autres territoires européens intéressés, de manière à faire monter en capacité tous les territoires de l'Union européenne. Et dans le domaine... du rôle des PME et des TPE, des entreprises locales,
Comme vous le savez, les PME et TPE, c'est 97 à 98% des entreprises en France, mais d'ailleurs partout ailleurs, c'est pareil. Mais en fait, l'expérience, elle était plutôt en Amérique du Nord. Et pourquoi en Amérique du Nord? Parce que l'Amérique du Nord vit dans une mondialisation sans limite depuis le début des années 80. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont délocalisé les usines ailleurs. Et il y a beaucoup d'entreprises locales qui sont restées dans des territoires souvent un peu dévastés économiquement, qui se sont dit il va falloir qu'on serre les coudes, qu'on serre les rangs et qu'on essaye de reprendre l'initiative sur nos territoires dans le domaine économique. Et donc, il y a des réseaux très, très intéressants. Et puis, ils ont fait un gros travail de recherche avec les universités. Donc, c'était intéressant de voir ce que nous, on va vivre peut-être dans 10 ans, 5 ans ou 20 ans, on ne sait pas. On va se retrouver peut-être dans les mêmes situations. Et de l'apprendre et de voir ce qu'on peut en tirer dès maintenant pour prévenir plutôt que guérir. Voilà. Alors, ça c'est intéressant parce que quand on voit, c'est un travail qu'Utopie fait, bon jusque-là j'utilisais des chiffres nord-américains parce qu'on n'avait pas trop l'équivalent en France, mais Utopie fait un super travail là depuis quelques années et donc on peut avoir ces chiffres pour l'ensemble des aires urbaines françaises, c'est donc quand même intéressant. Ce qui est un peu intéressant et interloquant dans nos économies, c'est que si vous prenez les aires urbaines françaises, elles sont toutes à peu près dans les mêmes chiffres. Là, c'est 79% de ce qui est produit sur un territoire, en fait, est vendu à l'extérieur et 84% est importé. C'est-à-dire qu'il y a une frange très limitée d'activités qui sont de production, de services et produits qui sont consommés sur le même territoire. Donc ça pose des tas de problèmes et on va en parler un petit peu. Un autre élément qui est intéressant, qui a été vraiment étudié depuis 15 ans de façon systématique en Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur local. Si j'achète à une entreprise, qu'est-ce qui va rester sur le territoire? Si j'achète pour 100 euros ou 100 dollars à une entreprise, qu'est-ce qui va rester sur le territoire? Et on sait que c'est la circulation de l'argent, en fait, qui fait la dynamique économique, qui crée de l'activité et de la richesse sur un territoire, et donc des emplois, etc. Eh bien, bon, le consommateur, il va acheter une entreprise, qu'elle soit locale ou pas, et puis cette entreprise, elle va se fournir auprès de fournisseurs. Si elle est locale, elle va se fournir beaucoup plus auprès de fournisseurs locaux. Et puis, il y a des impacts aussi en termes de revenus, de salaires, etc., puisque tous ces fournisseurs, toute cette kyrielle d'entreprises, elles nourrissent des tas de familles qui elles-mêmes vont consommer. Et le chiffre un peu magique, dans toutes les études menées depuis toutes ces années là-bas, c'est que si vous achetez une entreprise qui est une entreprise du territoire, et leur définition, c'est une entreprise dont les décideurs véritables et donc les propriétaires vivent et travaillent sur le territoire, c'est comme ça qu'ils le définissent, l'impact est 3 fois supérieur en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'emplois, en termes d'impact fiscal, en termes d'impact aussi sur la vie collective, culturelle, sportive, etc. Donc c'est un vrai écosystème économique qui a plus tendance à se développer si les entreprises sont des entreprises du territoire. Et ça, c'est pas une théorie, c'est juste l'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Et ce que montrent les études d'Utopie va dans le même sens. On a des tas d'éléments qui permettent de penser et de savoir aujourd'hui que si vous achetez à une entreprise de votre territoire, en fait, l'argent, il va rester sur le territoire plus facilement et donc ça va nourrir l'activité du territoire. Donc, un document qu'Utopie a sorti, l'effet multiplicateur local, avec les chiffres français. Donc, je suis content de le voir parce qu'avant, on me disait oui, mais c'est là-bas. Aujourd'hui, on peut dire aussi c'est ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en France, comme dans pas mal de pays, on a une vraie appétence du consommateur, que ce soit une famille, bon là c'est plutôt les ménages, mais aussi les institutions, les collectivités commencent à se poser ces questions avec des difficultés particulières. Des entreprises, et on a des exemples ici, commencent à se poser la question de l'achat local, est-ce que c'est possible? D'abord, est-ce que j'ai envie? Est-ce que c'est possible, etc. Les Français associent le mot local, c'est intéressant de voir que leur territoire de perception, c'est plutôt la ville, c'est ce qui est immédiatement accessible.
Bon, la région aussi, et le département un peu moins, parce qu'il a moins ça correspond moins à ma zone d'impact et d'achat, etc. Donc c'est intéressant que la ville, ou l'équivalent, ça peut être communauté urbaine, etc., c'est vraiment ce qui incarne pour les Français le local. Et le local, c'est 94%, pour 94% des Français, c'est les petites entreprises. Hein, c'est des PME, des TPE, etc., plus que les grandes, ce qui est un peu logique, parce que la grande, elle a aussi une identité plus nationale ou internationale. Et puis, les petits commerces et restaurants de proximité, donc 94%, c'est assez considérable. Alors, un autre élément intéressant, c'est que le local, c'est aussi là, le cadre dans lequel on peut traiter toute la dimension sociale de la vie sociale. Hein, 86% des Français considèrent que le local peut être une solution pour répondre aux enjeux sociaux majeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'éloigné de nos perceptions. Ce qui est éloigné, souvent, c'est la pratique. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et c'est ce qui se développe. Alors, un élément sur lequel je voulais insister aussi, c'est quand on dit on veut faire du local, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi. Quand on développe une entreprise, c'est pourquoi. Et je voudrais vous donner un exemple qui m'a paru très intéressant aux États-Unis. C'est une coopérative commerciale, de commercialisation qui est composée de coopératives locales de paysans. Et ce qui m'a le plus impressionné, et surtout quand on compare un peu au contexte français, c'est que toutes les décisions stratégiques qui sont prises par cette coopérative, qui regroupe 1800 familles sur l'ensemble des États-Unis, leur marque Organic Valley, c'est la première marque bio. Bon, ils sont partis du lait, mais c'est aussi maintenant la viande, les légumes, etc. C'est la première marque bio référencée dans les grandes surfaces aux États-Unis. Et ils font à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, donc annuellement. Donc ce n'est pas un petit joueur, mais ce qui motive leur action, et c'est vraiment la clé de leur décision stratégique, c'est unis pour préserver un art de vivre qui est l'art de vivre des familles paysannes. Ils étaient 12 au début, hein, dans une petite coopérative locale, et ils se sont dit c'est ça qu'on veut faire. Et aujourd'hui qu'il y a des coopératives dans tout le pays, c'est ça qui reste véritablement le marqueur de toute décision stratégique. Et quand on compare l'évolution de nos coopératives agricoles en France, bon, à part dans le Jura, hein, je parle moi souvent du Jura parce que on a une région qui a su garder une capacité, en fait, qui garde un contrôle de la valeur ajoutée dans sa filière. Mais c'est un contrôle à tous les niveaux, en termes de qualité, en termes d'image, en termes de propriété aussi, qui fait que ces gens-là, hein, dont on a 2 exemples qui ne sont pas forcément dans l'agriculture ici, mais c'est diffusé dans toute leur culture régionale, et je trouve que c'est intéressant. Hein, on disait tout à l'heure, il y a quelques années, on me traitait de ringard. Moi aussi, on m'a traité de ringard jusqu'à il y a 5-6 ans, parce que parler du local, etc., c'était aller contre la tendance général qui était de devenir hyper performant au niveau mondial, et puis il y aurait des retombées. Et on voit maintenant que c'est plus compliqué que ça, et donc c'est des survivants qui sont probablement les porteurs de demain, et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est la vision qui compte, c'est pas ce qu'on fait techniquement. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les coopératives agricoles, etc., qui ont perdu leur âme. Moi, dans ma région, les paysans, enfin les agriculteurs sont en train de disparaître. Et eux ont su garder ça, et on n'est pas plus bête qu'eux, donc on est capable, dans l'agriculture, mais aussi dans tous les domaines, de garder cette vision qui est la clé de la stratégie de toute organisation. Donc ça, je pense, c'est un bon exemple. Un autre élément de contexte que je donne, parce que ça vient de sortir, c'est drawdown, ça veut dire réduction. Hein. Au-delà du développement durable, l'économie régénératrice au secours du climat. C'est un travail très intéressant fait par Paul Hawken, qui est un grand nom de travail sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport au climat. Et en fait, ils ont recensé, alors c'est des centaines de scientifiques un peu partout dans le monde qui ont travaillé ensemble pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable, non pas de réduire la vitesse à laquelle on fait accroître le CO2 dans l'atmosphère, et donc du changement climatique, mais est-ce qu'on serait capable de réduire la présence de CO2 dans l'atmosphère? Est-ce qu'on sait faire ça aujourd'hui, ou est-ce que peut-être demain, avec de nouvelles technologies, etc. Et ils ont identifié une centaine de solutions, certaines sont techniques, d'autres le sont moins, qui
permettraient, si elles étaient mises en œuvre, elles le sont dans des tas d'endroits, mais pas à l'échelle de la planète, de véritablement réduire année après année la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il n'y a pas de développement local durable si on s'extrait du global. L'avenir du local, c'est d'être au moins aussi performant que le global sur les vrais enjeux. On a dit tout à l'heure quelle est la vision, et ça, c'est un des éléments de contexte. Si nos enfants doivent vivre demain dans un contexte à peu près viable, c'est parce qu'on aura développé des tas d'entreprises. Il y a plein de territoires qui seront développés sur cette base-là. Donc pour l'instant, ça n'existe pas en français. Si vous lisez l'anglais, allez voir, c'est vraiment très intéressant. J'espère que ça va être traduit. Ça donne en fait les business plans et les domaines d'activité dans lesquels il y a un vrai avenir. Et une grande partie de ça, c'est local. C'est ça qui est intéressant. C'est pas des grandes entreprises internationales qui peuvent le faire. C'est nous, nos entreprises et nos territoires. L'autre élément intéressant, étude utopique qui confirme ce qu'on voit en Amérique du Nord, une économie, la clé pour avoir une économie locale prospère, hein, on a étudié la taille, le nombre d'emplois, qualité des emplois, densité des échanges entre entreprises, etc. Mais le seul critère vraiment discriminant, c'est la diversité du tissu économique. C'est la diversité des types d'entreprises sur le territoire. C'est ça qui permet véritablement de renforcer le multiplicateur local, le multiplier par 3 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça vraiment la clé. Donc si un territoire doit se donner un objectif dans le domaine économique, c'est de renforcer, de développer la diversité de son tissu économique, tout simplement parce qu'avec une diversité, vous avez besoin de services et de produits dans des tas de domaines. Si vous ne les avez pas localement, vous allez les chercher plus loin. Et s'il y a des opportunités, des changements technologiques et autres qui se présentent, si vous n'avez pas une capacité à réagir à une offre sur le territoire, vous passez la case, vous passez l'étape et vous restez à côté parce que vous avez une économie locale qui est pauvre. Ça, je dis, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment la diversité, c'est la clé. Alors, l'autre élément important, surtout dans des périodes extrêmement difficiles dans lesquelles on vit aujourd'hui sur la planète et ça risque de ne pas s'arranger pour quelque temps, c'est la capacité pour un territoire d'être résilient. De faire face et de survivre à des crises et de se redévelopper après. Et en fait, il y a une série d'éléments qui sont très importants et qui font que l'économie diversifiée, elle rend ça possible. Elle contribue. Ça ne fait pas tout, mais ça contribue. Donc, la diversification d'économie, c'est une moindre vulnérabilité à l'extérieur. Si toutes vos sources, par exemple, d'énergie proviennent de Russie, il suffit que, toc, on coupe le robinet, comme on le fait pour l'Ukraine, etc., et vous êtes en difficulté. Et nous, on dépend du Moyen-Orient, de l'Algérie, etc., et pour l'uranium, donc, de l'Afrique, etc. Donc, en étant très diversifié, en ayant des sources d'énergie diversifiées, on en parlera tout à l'heure probablement, on est moins vulnérable. Et on est plus résistant au choc. Socialement, on crée... Avec une grande diversification, on multiplie les relations entre acteurs économiques et on développe les relations de confiance. Et en fait, la confiance, on va le voir tout à l'heure, c'est peut-être le deuxième élément fondamental. Ensuite, on irrigue l'ensemble du cadre de vie et tout ce qui sont les activités économiques, qu'on dit activités d'attention, donc tout qui est pris en charge par l'économie sociale et solidaire, c'est un élément fondamental. Et enfin, sur le plan écologique, moins de transport, vous avez moins de transport de marchandises et donc vous avez un impact plus réduit et vous développez des modèles d'entreprise qui sont écologiquement plus performants. Et j'ai parlé de la moindre dépendance énergétique tout à l'heure. Alors, ok, c'est bien, c'est un peu général comme ça, mais... Alors là, je vous donne quelques clés. Bon, on a très peu de temps, donc je ne vais pas insister, mais c'est intéressant parce que ça... C'est la synthèse de 15 années d'expérience de milliers d'entreprises aux États-Unis qui travaillent dans ces réseaux que j'ai évoqués tout à l'heure, des réseaux locaux d'entreprises. Alors ils disent, en fait, il y a 6 clés qui nous permettent de réussir sur nos territoires en tant qu'entreprise. C'est de valoriser tous les potentiels de notre territoire. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant, ça reboucle. Donc ça, c'est leur axe numéro 1, c'est renforcer notre appartenance et toutes nos synergies avec le territoire. Le deuxième, c'est maîtriser la propriété. Si les entreprises appartiennent à des groupes qui sont très lointains, à Paris ou à l'étranger, les décisions stratégiques ne sont évidemment pas prises en fonction de votre contexte local.
Hein, ça, c'est clair. Donc, tout ce qui est mobilisation de la capacité d'investissement, la capacité d'épargne des acteurs du territoire. Et en France, on n'est pas encore très bon. On n'a plus de banque locale depuis longtemps. Dans d'autres pays, on a encore ça. Il y a un vrai travail de reconstruction des circuits courts financiers sur les territoires à faire. Et c'est essentiel, hein, parce que celui qui détient l'argent, c'est lui qui décide réellement. Restaurer la nature, on en a parlé un petit peu, c'est un élément fondamental. Et les business models de demain, s'ils n'ont pas ça pour objectif, probablement qu'ils ne sont pas très durables. Et il faut que l'entreprise... Bon, il y a d'une part les robots, et puis l'homme qui est un petit peu éloigné de la sphère économique, eux considèrent, moi je suis assez d'accord avec eux, que si l'entreprise n'est pas le lieu où il y a une opportunité pour tous, y compris ceux qui sont les plus loin de la richesse et de l'activité naturellement économique, l'entreprise et l'économie en général ratent sa mission et ça contribue à déstabiliser la société. Mesurer ce qui compte vraiment, hein, on en a parlé à propos de Organic Valley, mais il faut faire tout le travail que fait Utopie. Bon, je répète, hein, je suis vraiment content que vous soyez là pour le faire en France. Il faut qu'on soit capable de mesurer les impacts. Hein, quand je parlais du multiplier par 3, ça en fait partie. Et alors c'est intéressant parce qu'eux disent, hein, nos amis nord-américains, ils disent, mais en fait s'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait un seul élément qui est fondamental dans la construction d'une économie locale, c'est la qualité de relations, au sein de l'entreprise évidemment, mais avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec l'environnement politico-administratif, avec la société locale. Hein, le travail vraiment de renforcement de la qualité de relations, c'est ce qui fait qu'une économie locale peut être prospère. Et pour eux, c'est vraiment le point, s'il n'y avait qu'un seul point à retenir pour eux, c'est ça. Donc, comme ça c'est pas de la théorie de spécialistes universitaires, etc. C'est des PME, des TPE, des milliers, hein, qui ensemble ont essayé de faire la synthèse de leur expérience et qui disent, pour dynamiser une économie, en fait, c'est ça la clé. Alors, passer à l'action, je vais aller rapidement et reprendre juste un point ou deux. Comment un territoire peut-il faire? Bon, première chose à faire, c'est recenser les atouts et les faiblesses du territoire. Bon, vous allez en parler tout à l'heure, je n'ai plus que 2 minutes. Construire une vision mobilisatrice qui engage tout le territoire, tous les acteurs. Engager une démarche progressive, hein, parce qu'on ne fait pas tout ça, et apprenante, parce qu'on apprend en avançant. Coopérer pour ancrer localement l'activité. Substituer à l'import tout ce qu'on peut. Et quand on ne peut pas innover pour inventer de nouvelles solutions, saisir les opportunités qui se présentent. Voilà, ce sont des clés. Et c'est quelque chose d'important. Alors, co-construire une vision partagée, vous connaissez peut-être BioValley, je ne sais pas, c'est pas très loin d'ici. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la 3e révolution industrielle est en marche, et ça a d'ailleurs évolué puisqu'on a changé de dirigeants politiques, mais on a gardé la même idée, hein, maintenant dans les Hauts-de-France. Le pays du Menet en Bretagne, Albi qui a décidé de se donner pour objectif l'autosuffisance alimentaire d'ici 2030 du territoire. Qu'est-ce que ça a en commun, tout ça? Ça a en commun qu'en fait, on communique sur un rêve partagé qui rend possible, qui crée un espace de liberté pour toutes les initiatives sociales, économiques, politiques, etc. Ça, c'est une clé fondamentale. Le deuxième, c'est les modèles d'affaires innovants. C'est une chose que la CCI de Quimper-Cornouailles développe avec Gunther Pauli, dont vous avez peut-être entendu parler. Je vous indique ces choses. Allez creuser. Gunther Pauli, il a identifié une centaine de modèles d'affaires hyper performants dans le monde entier qui se basent sur des ressources disponibles localement, qui ont une mise en œuvre décentralisée, qui créent des emplois en nombre, des emplois locaux, qui ne demandent pas de subventions publiques, aujourd'hui ça a un peu du sens, et qui n'ont pas de coûts écologiques supplémentaires pour la planète. Donc Gunther Pauli, de Blue Economy, l'économie bleue, il y a plein de trucs en français là-dessus, je vous renvoie. Et la CCI de Quimper travaille là-dessus avec eux. On a identifié toute une série de business models pour lesquels les entreprises de ce territoire commencent à adopter ce genre de démarche. Je vous remercie. C'est un petit peu concentré, mais bon. Merci beaucoup, Raphaël. Là, on a eu, en quelques mots, voilà, vraiment des éléments de vision assez forts qui montrent que le local
peut être la solution par rapport à pas mal d'enjeux. On va maintenant rentrer dans quelque chose, dans un exemple bien concret. On va partir dans le Jura. Donc je vais d'abord laisser la parole à monsieur Laurent Chauvin, qui est donc directeur de l'entreprise Chauvin. Il va nous parler de son activité, effectivement dans quelle mesure le local est une source d'inspiration et stratégique pour son entreprise. Et puis monsieur Chauvin est par ailleurs président donc, de l'association Made in Jura, qui regroupe plus de 300 entreprises jurassiennes. Il nous expliquera également quel est le sens de ce réseau, de cette association, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que ça produit justement en termes de cet enjeu relationnel pour l'économie locale. Et puis on entendra également Emmanuel Vallée qui viendra apporter un certain nombre de compléments avec sa casquette CCI. Et ça peut être intéressant effectivement de voir dans quelle mesure pour une CCI, un acteur fondamental du développement économique local, quel est le sens aussi de cette approche par le local. Sans transition, je vous laisse la parole. Oui. Voilà, bonjour à tous. Je voulais remercier M. Souchet parce qu'il a mis des mots et une théorie sur ce qui paraît très intuitif pour nous, petite PME jurassienne. Et bon là, on en a parlé un tout petit peu avant de partir, mais moi je rappelle ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, il y a encore 7, 8, 10 ans, on était considérés comme des gens ringards, puis aujourd'hui on est en train de nous dire qu'on est les premiers de la classe, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, alors vous donner quelques mots rapides sur la présentation de l'entreprise Chauvin. On est constructeur de maisons bois dans le Jura. On est une société familiale et on fait ce métier-là depuis une quarantaine d'années. Je parle là de l'activité construction. L'activité mère, qui est la première transformation du bois, est beaucoup plus ancienne. C'est l'arrière-grand-père qui a transformé un petit atelier de tannerie en une scierie en 1925 dans le Haut-Jura, à quelques kilomètres de Mout, dans des endroits assez rigoureux. Bon, l'activité s'est transmise. Les générations sont passées malheureusement assez vite. Mon père s'est retrouvé en 1950 à la tête de cette petite activité artisanale dans un petit village de 500 habitants. Et je rappelle souvent qu'à cette époque-là, il y avait 3 scieries dans le village et 9 bistrots. En 2017, il n'y a plus de bistrot malheureusement, mais il n'y a plus qu'une grosse scierie, c'est la grosse scierie de Massif. Et notre père a voulu, dans les années 70, partir de la ressource locale et à dire mais qu'est-ce que je peux en faire moi? Je suis premier transformateur, mais j'aimerais aller plus en aval pour être plus au contact de l'utilisateur final. On a une ressource de qualité. Quand on va la vendre sur ce que sont nos bassins de consommation de l'époque, on a du mal à valoriser cette matière. Donc moi, j'aimerais pouvoir décliner un produit sur lequel on tire toute la quintessence de la ressource jurassienne. D'où l'idée, effectivement, de faire de la construction bois. Donc voilà, les générations se sont suivies. Mon frère est arrivé, est un peu plus âgé que moi. Et là, on a effectivement, nous, développé cette activité construction. Donc, je passe un petit peu rapidement sur les éléments d'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, bon, nous sommes une entreprise où nous intervenons sur une grande partie du territoire national et un petit peu la Suisse, avec un axe fort qui va des Ardennes belges à la Corse, mais en étant vraiment profondément ancré dans notre territoire. On construit de la maison, donc les gens qui viennent nous voir investissent dans le temps. Donc on a un discours, on va leur dire, voilà, vous investissez le territoire et vous investissez le temps, donc faites attention avec qui vous allez investir, dans la mesure où votre achat d'aujourd'hui, il a des impacts forts pour le futur. Donc, à la fois concepteur, fabricant, constructeur de chalets de maisons en bois. Je vais essayer de ne pas vous en vendre trop. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, j'ai des cartes de visite. Hein. On insiste là sur la... Alors, j'ai un petit peu de déphasage sur la zone géographique. Tout en étant basé dans le Jura, on s'exporte dans l'arrière-pays niçois notamment, l'Aquitaine et la Bretagne également, même si on ne le pointe pas de manière systématique. Je vais faire juste un petit retour en arrière. Voilà. Nous avons été...
Décidément. Voilà. Nous avons été lauréats des trophées Made in Jura à 2 reprises. On est, avec un petit peu de fierté, la seule entreprise jurassienne à avoir été 2 fois lauréate de ces trophées. Et donc, on va pouvoir un petit peu décliner cette fois-ci ce qu'est le Made in Jura. Alors, je vais y passer maintenant. Voilà. Alors, passer là, voilà. Simplement, voilà, qu'est-ce que l'on appelle, et là, je vais mettre un peu de concret par rapport à tout ce que vous donniez. Ça, c'est vraiment dans le code ADN de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est l'éducation familiale qui nous a amenés là-dedans. C'est qu'effectivement, voilà, on a des forêts. Le premier axe de travail de l'entreprise, c'était effectivement d'aller cueillir du bois en forêt et de le transformer. Et notre métier, à l'époque, s'arrêtait là. Et aujourd'hui, on a vraiment intégré une chaîne complète où ce bois est envoyé ensuite dans une seconde société, mais qui appartiennent aux cousins, qui vont nous faire des produits semi-ouvrés. Et puis, sont devenus nos fournisseurs. Nous allons effectivement les transformer pour en faire des maisons. Et on va aller vers le client final. Mais quelque part, la philosophie, c'est de se dire, au-delà de ce travail direct dans un groupe familial, ça génère tout un ensemble de retombées sur les gens de la sylviculture, sur les gens du transport, sur les gens... Et il y a une vraie volonté de travailler en fidélité avec ces gens-là, dans la mesure où... quand on dit à un Jurassien, vous allez construire ici, si vous voulez que vos enfants puissent vivre le même bonheur que vous, faites en sorte que l'économie perdure, sinon il n'aura pas la chance que vous avez vous aujourd'hui. Et donc ça, c'est encore une fois un discours qui n'avait aucune portée il y a quelque temps et qui aujourd'hui, les gens effectivement se l'approprient et ils trouvent finalement que ça n'est pas si idiot que ça. Alors ça nous amène effectivement à ce concept Made in Jura, qui est un label qui a été imaginé et lancé par le Conseil général du Jura en 2003 comme un outil de promotion économique. Donc il y avait une vraie volonté forte politique qui est de se dire il faut qu'on se dote d'un outil qui fasse la promotion globale des savoir-faire jurassiens. Il y a eu... Ça a pris de différentes tournures, mais je dirais que les éléments phares, ça a été des éditions d'un salon qui réunissait tous les savoir-faire d'entreprises jurassiennes sur un concept assez original, c'était de dire chaque entreprise a un stand de 9 mètres carrés, quelle que soit sa taille, que vous appeliez Solvay un groupe international, que vous soyez une TPE unipersonnelle, vous aviez là le même espace de rayonnement. Ça a immédiatement créé une sorte de réseautage entre entreprises. Ça a donné aussi une vraie fierté pour les Jurassiens et les salariés jurassiens de se sentir réellement identifiés dans une entreprise. Et donc, 4 premières éditions, 2003, 2006, 2009. On vit ensuite une alternance politique au sein du conseil départemental. Donc, le concept est mis un petit peu au frigo. Et à cette époque-là, l'origine, ça a été, je le disais, une volonté politique, et les entreprises se sont laissées un peu vivre. Le concept était entièrement gratuit. J'ai coutume de dire aujourd'hui, la position des entreprises à cette époque-là, on était forcément critique, on n'avait que ça à faire, tout le reste était fait. Malheureusement, quand on a vu que le label disparaissait, moi j'ai fait partie d'un petit groupe où on a dit mais attendez, on a juste un bijou là, on est en avance sur notre temps, ne nous enlevez pas ça. Malheureusement, on n'a pas été entendu à l'époque. Et donc, à l'alternance politique suivante, le concept a repris cours et effectivement, le conseil départemental, cette fois-ci, a décidé de refaire une édition forte du Salon Made in Jura en 2016. Mais dans le même temps, la loi NOTRe enlève la compétence économique au niveau départemental. Le salon étant déjà programmé, il y a là une idée du conseil départemental qui est de dire on va porter ce salon jusqu'à son édition et ensuite on va passer le flambeau à une association d'entreprises qui va pouvoir prendre son destin en main. Donc cette association, elle est effectivement née l'année dernière. Et en l'espace de très peu de temps, on est passé de 0 à 300 entreprises et qui regroupent aussi bien des fleurons de l'industrie jurassienne. On va parler de l'entreprise Jules Beau qui équipe tous les sportifs outdoor du monde entier, qu'on soit dans la voile, qu'on soit dans le ski, qu'on soit dans le vélo, à un artisan chocolatier qui a développé un chocolat spécifique au Made in Jura et qui a été très très surpris de la réussite qu'il en a obtenue au travers de ce salon et depuis. Donc effectivement...
On a là quelques images fortes de ce qui peut se faire dans le Jura, où on cultive cet esprit industriel historique, mais couplé à tout ce qui tourne à la gastronomie et pas que, je veux dire, à l'innovation, à la créativité. Et puis, le point fort de ce concept, c'est que c'était un outil de promotion économique. Par contre, le conseil départemental l'a porté également sur tout ce qui était à dimension culturelle, sportive. Et à partir de là, a bâti, alors Emmanuel pourra nous le montrer, mais a édité un drapeau Made in Jura, qui est, alors certains ont une certaine fierté de leur emblème, de leur blason historique. Aujourd'hui, vous avez derrière chaque Jurassien un porteur de drapeau Made in Jura. Et je vous invite à regarder l'étape du Tour de France du 8 juillet, qui sera une étape 100% Made in Jura, où vous allez avoir des routes jaunes de drapeau Made in Jura. Et sachant que là derrière, on a effectivement des ambassadeurs, c'est-à-dire que tous les sportifs jurassiens ont toujours énormément de fierté à venir. On voit ici Xavier Thévenard qui gagne son premier UTMB. Alors pour le côté rigolo, le département du Jura est un petit département, mais il va largement au-delà au niveau du massif montagneux. Xavier Thévenard est né dans l'Ain, il vit dans le Doubs, mais quand il arrive à l'UTMB, il porte un drapeau Made in Jura. Donc ça explique quand même toute la fierté. Bon, après, on va pas vous faire un résumé sportif de tout ce qu'est le Jura, mais on a quand même quelques beaux fleurons de... Voilà. Et je le disais, donc le couplage qu'on a eu entre le monde économique et ces manifestations populaires, qui fait que, effectivement, quand un Jurassien porte un drapeau Made in Jura, il porte toutes les valeurs de l'économie jurassienne. Donc forcément, il va y avoir un côté cocorico, une fierté, et ça se retrouve. Ce salon Made in Jura, on est dans un département qui fait 260 000 habitants. C'est 4 jours de salon et c'est 60 000 personnes. Donc ça va avoir un rayonnement largement au-delà de chez nous. Certains de nos critiques nous disent le Made in Jura, c'est une manière de vous regarder le nombril de l'intérieur. C'est effectivement tout le contraire. C'est effectivement de prendre nos forces et d'aller les porter ailleurs. Mais dans ce réseau d'entreprises, et tu pourras peut-être en parler un peu dans ce que c'est devenu et dans l'histoire que tu as, toi, des entreprises et de la raison pour laquelle on se retrouve là. Donc, simplement, moi, sur la transition dans le Made in Jura au niveau de notre entreprise, on est un sponsor historique d'Alexis Viermo, qui est un jeune cycliste brillant, talentueux, qui a gagné une étape du Tour de France il y a 2 ans maintenant, qui va prendre le départ de la Grande Boucle bientôt. Alexis, je l'ai rencontré grâce à un colloque qui avait été organisé par la Chambre de commerce. Et moi, je me suis dit, voilà, un ambassadeur jurassien. Alors, à l'époque, il avait 17 ans, il était encore junior, il était avant de percer vraiment. Et aujourd'hui, même s'il habite à Collioure, c'est vraiment un Jurassien parmi les Jurassiens. Il ne va pas faire une interview sans attacher profondément ses racines dans le Jura. Il a une fierté de vraiment véhiculer cette image. Et dans cette image, c'est non seulement le paysage et le territoire, mais c'est tout ce qui tourne autour de son économie. Merci beaucoup. Du coup, Merci. Je vais laisser la parole à Emmanuel Vallée pour apporter peut-être quelques compléments et justement sur la plus-value de ce réseau, de cette association Made in Jura. Quelle est la plus-value pour l'économie du territoire du point de vue d'une CCI ? Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelques éléments de contexte pour... Peut-être un peu plus près du micro, sinon je vais me faire gronder. Voilà, quelques éléments de contexte sur notre département, effectivement, pour peut-être compléter les propos de Laurent. Le Jura, effectivement, comme disait Laurent, c'est 265 000 habitants. Donc ça fait rigoler certains. Nos voisins dijonnais, l'agglomération de Dijon, c'est sa population. C'est un petit département où la population est répartie sur tout le territoire avec une densité de population parfois très faible. C'est ce qui fait aussi son charme. On est tranquille dans des endroits imprenables. Et ce département aussi, il est caractérisé par, notamment au niveau économique et plus particulièrement au niveau industriel. Je travaille au service industrie à la CCI du Jura.
par une forte population d'un point de vue proportionnel impliquée dans l'industrie jurassienne. Il y a 120 000 personnes dans la population active jurassienne et nous avons près de 25 à 30 000 personnes qui travaillent dans l'industrie, si on compte l'intérim. Ce qui fait du département du Jura avec nos voisins de l'Ain, c'est l'Ain juste en dessous, le Doubs juste au-dessus, c'est aussi le déploiement du massif jurassien sur ces 3 départements. On déborde aussi un petit peu sur nos voisins suisses que l'on va annexer un jour pour créer la République du Jura. Ils ne sont pas d'accord. Et effectivement, on a cette particularité d'avoir une population active fortement implantée dans le secteur industriel. La particularité aussi de l'industrie jurassienne, particulièrement dans le Doubs, c'est un petit peu la même chose, c'est d'avoir une industrie véritablement multimétier. On n'est pas mono-activité et on va retrouver tous les grands secteurs industriels manufacturiers. Historiquement, l'industrie, elle est née dans le Jura, vous allez rigoler, avec les moines qui fabriquaient les chapelets. Donc les chapelets, des petites pièces rondes en bois, les perles, et puis les croix en bois, c'est la tabletterie, la tournerie-tabletterie, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un peu l'activité historique manufacturière du département. Le plastique est arrivé, la métallurgie, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces secteurs d'activité, la métallurgie en particulier, la plasturgie également, sont vraiment des activités importantes de notre département. Alors on a aussi l'agroalimentaire. On a un site industriel Solvay, les Belges, implanté sur le nord du département. Et l'ensemble de ces secteurs d'activité font qu'on a vraiment une diversité de compétences au plan industriel sur le département. L'autre caractéristique aussi de ce secteur industriel jurassien, c'est qu'il est multimarché. Quand on prend les fichiers clients des entreprises, on n'est pas juste dans l'automobile ou juste dans tel ou tel secteur d'activité. La cosmétique, l'électronique, le spatial, l'aéronautique, l'emballage, etc., sont tous ces secteurs qui constituent les fichiers clients des entreprises, ce qui donne aussi une certaine souplesse, agilité à notre industrie qui est souvent moins impactée par des chocs comme celui qu'on a connu par exemple en 2008. Nos collègues du Nord Franche-Comté, Montbéliard, notamment automobile, avec PSA implanté, ont beaucoup plus souffert à cette époque avec des chiffres d'affaires qui ont dégringolé de l'ordre de 40 à 50% pour bon nombre d'entreprises. Donc c'est vrai qu'on vit des époques comme celle-ci avec un petit peu plus de facilité. Les affaires ne sont pas simples non plus pour les Jurassiens. Autre point important, on est confronté à des choses un peu spécifiques à notre département ou non. Et vous le disiez tout à l'heure, par exemple, on a un tissu d'entreprise à 89% composé d'entreprises qui ont maxi 20 salariés. Quand on dit industrie, on a toujours l'impression que c'est des grandes entreprises en termes d'effectifs, mais la plupart des établissements jurassiens, comme beaucoup de départements français et ruraux en particulier, ont un panel d'entreprises constitué majoritairement de toutes petites entreprises de TPE. Les plus grosses entreprises, c'était Solvay jusqu'à il y a quelques années en arrière, mais ils se sont dissociés en 2 groupes, de 2 fois 750 personnes, c'était 1500 personnes. Et là, voilà, on a plutôt des grandes entreprises comme V33, que vous connaissez peut-être, avec 450 personnes. Vous connaissez aussi peut-être la Vache qui rit. Ben voilà, elle est jurassienne. C'est 2 entités de 350-400 personnes entre Dole et Lons-le-Saunier. Voilà un petit peu ce qui caractérise aussi l'industrie jurassienne, avec souvent aussi des fondateurs jurassiens et aujourd'hui des personnes qui dirigent ces entreprises, qui sont les enfants des fondateurs et qui ont, j'aime bien donner cet exemple, je pense à Christine Millet dans la plasturgie dans le Haut-Jura, qui ont usé leur culotte à l'école avec les gens qu'elle emploie aujourd'hui. Et donc il y a une connotation effectivement aussi très familiale, humaine. Vous signaliez tout à l'heure le relationnel, l'humain, etc. Ça aussi, c'est, je pense, une vraie caractéristique de notre département qui est tout petit, où tout le monde ne se connaît pas, mais il y a une plus grande communication entre plein d'acteurs et qui s'est renforcée d'ailleurs avec des opérations comme Made in Jura. On est confronté aussi à une frontière suisse très proche et un exode des compétences. On est confronté, comme tous les départements de France, à une pénurie de compétences dans des métiers techniques. Les usineurs, les monteurs-régleurs sur presse, les gens qui sont dans l'automatisme, dans la maintenance, dans la restauration, dans le BTP, etc., ben ça devient des personnes denrées rares. La Suisse
accentue ce phénomène-là. Alors c'est super parce qu'en termes de taux de chômage, on est à plutôt 7% dans le Jura, donc à la limite c'est super par rapport à ce que l'on connaît au niveau national. Ceci dit, ça raréfie encore plus les compétences disponibles. On a un exode aussi rural parce que tous les jeunes qui font des études, ils partent et ils ne reviennent pas forcément. Donc tout ça, c'est l'univers dans lequel on vit. Aujourd'hui, alors je vais essayer d'aller vite parce qu'on me signale que... on est, pour rebondir aussi sur ce que Laurent disait, sur ce que l'intervenant précédemment disait, la dynamique du Made in Jura, pour revenir sur celle-ci, elle est un facteur, on va dire, clé de succès pour nous parce qu'elle a effectivement permis de créer du lien. On essaie, nous, de se positionner au niveau de la CCI depuis des années en créateur de liens. On a des métiers traditionnels d'accompagnement individuel des entreprises, on porte aussi des dynamiques collectives et parmi ces dynamiques collectives, une qui nous tient à cœur depuis des années, c'est véritablement de créer du lien entre les industriels et de renforcer cette connaissance mutuelle que les industriels peuvent avoir entre eux. Le Made in Jura s'est mis sur pied en 2003, il s'est développé en 2006, en 2009. Ça a été un vrai succès. Au départ, on était un petit peu réticents, nous, les organismes consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce. On s'est dit c'est un petit peu nombriliste. Et on s'est rendu compte que ça avait une vertu extraordinaire, c'est de faire se rencontrer tout un tas d'acteurs économiques qui habitaient les uns à côté des autres sans se connaître. Et ça a été le premier élément fondateur qui nous a fait dire « Waouh, là, il y a un truc, il faut vraiment qu'on ne passe pas à côté ». On s'est très impliqué, du coup, les éditions suivantes. On a eu ce coup d'arrêt en 2010 avec le changement politique, de couleur politique au niveau du conseil départemental. On s'est retrouvés un petit peu tous tout bêtes, les entreprises en premier, nous également. Et puis à cette époque, au niveau de la CCI, on a lancé ce qu'on appelle des rencontres dirigeants industrie qui, modestement, pallier un petit peu à cet arrêt du salon qui avait lieu tous les 3 ans et qui permettait vraiment de faire se rencontrer les gens. Et ces rencontres dirigeants industrie, elles permettent 4-5 fois par an à un industriel de recevoir tout un tas d'autres industriels. C'est des rencontres, on a 40, 50, 60 industriels qui sont présents. Et 2016, le Made in Jura est revenu, donc on est super content que tout ça se remette sur pied. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Les porteurs de cette dynamique aujourd'hui sont les entreprises, avec effectivement des questions. Comment rendre durable cette dynamique ? Comment se la réapproprier ? Le Jura, les Jurassiens se la sont appropriés. On a montré des drapeaux, des déclinaisons de toutes sortes, dans le monde du sport, voilà, et les choses qui se sont faites. Et ça, vous circulez sur les routes jurassiennes, des petites entreprises se sont créées et sur la base de Puma, que vous reconnaîtrez, ont créé des marques telles que celle-là, Jura Forever, Jura Forever, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont là, qui existent, et avec un fort attachement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement d'aller plus loin et au plan économique, de réussir cette transition entre le portage conseil départemental et aujourd'hui le portage par les entreprises. Et nous, CCI, associés à cette dynamique, on va essayer d'œuvrer pour qu'effectivement, tout ce qui a été raconté dans votre première intervention, les 6 mots-clés, là, ça résonne vraiment dans ce qui est en train d'être mis sur pied sur le département. Et effectivement, ce que l'on croyait être un petit peu ringard un temps, on se dit aujourd'hui, tiens, c'est finalement pas si déconnant que ça. Et on est sollicité par des organismes à droite à gauche pour dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le Jura sur ces sujets-là ? Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez vu en diapo vert a permis de sceller les accords de la COP21. Il est fait à Saint-Aubin dans le Jura. Merci beaucoup. Donc là, un bel exemple qui résonne territorialement. Alors, on va cette fois-ci un peu changer d'échelle. Je vais laisser la parole à Serge Burtin, directeur d'Alkia Méditerranée. Et comme on va le voir, cette question du local, cette approche du local, peut aussi résonner pour des grandes entreprises, peut être au cœur de l'activité de grandes entreprises. Donc voilà, je laisse la parole à Monsieur Burtin qui va nous expliquer en quoi l'énergie est une bonne incarnation de cette approche made in local. Oui, merci, bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être déjà pour commencer, vous situez le métier d'Alkia. D'Alkia, depuis plus de 80 ans, fait un métier de service de proximité, finalement, qui consiste à concevoir, à réaliser et à exploiter des installations qui fabriquent de l'énergie thermique.
l'énergie thermique étant principalement destinée au confort dans les bâtiments. En gros, du chaud et du froid et tout le confort qu'on exige quand on vit à l'intérieur d'un bâtiment, quel qu'il soit, de l'habitat, du tertiaire, de l'industrie, tout type de bâtiment. Donc Dalkia, qui est une filiale à 100% du groupe EDF, se concentre aujourd'hui sur deux activités qui permettent de valoriser le territoire, finalement, puisque c'est le sujet du jour. Le premier sujet, c'est de mettre en œuvre sur un territoire donné des ressources d'énergie thermique locales. Ces 20-30 dernières années, on était assez, je dirais, simpliste dans nos démarches. On utilisait les grands réseaux d'énergie classiques qui étaient à notre disposition, et en particulier beaucoup d'énergie fossile, le gaz en particulier. Et depuis, effectivement, 5 à 10 ans, on se pose systématiquement la question, quand on est sur un territoire et qu'on a à mettre en œuvre une solution d'énergie thermique pour répondre à des besoins de confort, on va se poser la question de savoir quelles sont les ressources locales en termes d'énergie thermique. Et quand on regarde chacun des territoires, on s'aperçoit que chaque territoire a des ressources d'énergie thermique. Je vous donne quelques exemples et puis je les déclinerai ensuite par des opérations qu'on a faites sur la région Méditerranée. Par exemple, la géothermie. La géothermie, il n'y a rien de nouveau non plus. Il y a des tas de territoires qui l'ont mis en œuvre, mais on n'a pas été jusqu'au bout d'exploiter ou de bien mesurer les ressources géothermiques de chacun des territoires. On peut avoir aussi des sujets de récupération d'énergie sur un territoire. Je vous donne un exemple. Quand vous avez par exemple un data center, il consomme beaucoup de froid, donc il rejette beaucoup de chaud. Et bien ce chaud, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on structure des installations qui vont permettre de récupérer cette énergie thermique et l'utiliser pour le confort d'usagers qui vont en voisinage avoir besoin de faire de l'eau chaude sanitaire ou de se chauffer. Sur une industrie aussi, l'industrie génère beaucoup d'énergie fatale, suivant son process bien sûr, et on peut là aussi se poser la question de récupérer cette énergie fatale et de la valoriser pour en faire de l'énergie de confort. On a aujourd'hui des systèmes de traitement de déchets ménagers qui génèrent aussi beaucoup d'énergie thermique. Depuis une dizaine d'années, on s'attache à récupérer cette énergie thermique pour la valoriser dans des réseaux de chaleur en particulier. En région Méditerranée, on est gâté, on a aussi la mer. Et la mer a un vrai potentiel thermique pour créer du chaud ou du froid suivant nos besoins. J'évacue le sujet du solaire et de l'éolien, qui sont des sujets portés largement dans le groupe EDF par des filiales de spécialité. Dalkia se concentre plutôt sur les autres énergies renouvelables, comme celle que je viens d'évoquer. Et je termine par une énergie qui est aussi, alors qui doit être très présente dans le Jura, la biomasse, pour se dire que, effectivement, sur un territoire, on a aussi ce type d'énergie-là qui est à disposition. Et quand les opérations sont bien montées, c'est-à-dire à taille humaine, et qu'on a une énergie biomasse qui est à disposition sur le territoire et qu'on utilise cette énergie-là et non pas de l'énergie qui vient de l'autre bout de la planète, si vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, on est forcément dans ce sujet des énergies du territoire. Donc, quelques exemples de ce qu'on a fait sur le territoire méditerranéen, par exemple à Martigues. Effectivement, on a un réseau de chaleur à Martigues. On utilisait de l'énergie fossile jusqu'à il y a 2-3 ans. Et là, depuis 1 an, on a une installation biomasse qui couvre 60% des besoins d'énergie thermique de ce réseau de chaleur de Martigues. Cette biomasse, elle vient sur un rayon de 100 km à la ronde, donc c'est une énergie biomasse issue du territoire. Sur Marseille, je vous parlais du potentiel thermique de la mer. On a une opération qui s'appelle Massileo, qui consiste sur le nouveau quartier Euromed 2 de Marseille, d'aller à partir de l'énergie thermique de la mer,
fabriquer du chaud et du froid pour les nouvelles installations SmartSey que vous connaissez peut-être sur ce nouveau programme d'extension d'Euromed, là, et qui permet, là aussi, d'avoir 75% effectivement d'énergie renouvelable pour fabriquer le confort de ces futurs usagers. À Nîmes, on a effectivement concrétisé le raccordement du réseau de chaleur et de l'usine d'incinération. Et aujourd'hui, 65% des besoins du réseau de chaleur de Nîmes, qui alimente plus de 10 000 équivalents logements sur ce territoire-là, provient de l'énergie récupérée sur l'incinération des déchets ménagers. Alors, ce qui est curieux et ce qui marque aussi le changement, l'évolution, c'est qu'effectivement, ces sources d'énergie thermique, elles existaient ces 20-30 dernières années, mais parce qu'on avait d'autres facilités, on ne les a jamais vraiment mises en œuvre. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour rejoindre aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que ce qui est très valorisant, positif, encourageant dans ces projets, c'est que justement, ils mettent autour de la table les acteurs locaux. D'accord ? Et que d'un projet qui, a 20 ans, était un projet industriel lambda, devient un projet local porté par l'ensemble des acteurs locaux, parce que finalement, quand on parle d'énergie locale, tout le monde se sent propriétaire de cette énergie locale, si je puis dire, et donc tout le monde se sent intéressé par le déploiement de ce type de projet-là. Voilà pour la première facette de l'activité de Dalkia qui répond à ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire le Made in local. Et puis le deuxième sujet aussi, c'est l'autre facette de Don Pétier qui consiste à faire des économies d'énergie à nos clients, c'est-à-dire de leur dire, effectivement, pour obtenir le niveau de confort que vous exigez dans votre bâtiment ou dans votre hôpital ou dans votre centre commercial, il faut une certaine quantité d'énergie. Et notre métier, c'est de faire en sorte que cette quantité d'énergie soit la plus faible possible. Et ça valorise aussi un territoire. Un territoire qui sait et qui saura consommer le moins possible d'énergie est un territoire qui valorise son patrimoine, finalement. Donc, modestement, mais avec ambition, on contribue aussi à faire en sorte que le territoire sur lequel on travaille consomme le moins d'énergie possible pour fabriquer son confort. D'accord ? Les terrasses du port, qui sont, pour les Marseillais, un des centres commerciaux les plus récents de Marseille, qui consomment beaucoup d'énergie, vous en doutez. Un centre commercial moderne, c'est du chaud, du froid, un niveau de confort, d'exigence qui est très important. Eh bien, on vient de s'engager avec lui, après avoir travaillé pendant 1 an sur le fonctionnement de ce centre. On s'est fixé ensemble une cible d'économie d'énergie ambitieuse. Là aussi, ça fait un projet local. C'est-à-dire que faire des économies d'énergie sur un centre commercial, par exemple, on ne peut pas le faire seul. Il faut que l'ensemble des acteurs soient associés. Et là aussi, ça devient un projet local qui, fédère les énergies pour aussi se concentrer sur le local et ne pas attendre les solutions aussi de l'extérieur du territoire. Alors bien sûr, tout ça est porté aussi, il faut le dire, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez évoqué, je trouve, depuis ce matin, sur tout le développement du digital, du numérique, qui peut apporter aussi des solutions par rapport à tout ça. En tout cas, il faut qu'on l'intègre au niveau local aussi. Sur Dalkia Méditerranée, qui couvre tout l'arc méditerranéen, on gère près de 1000 installations par du pilotage à distance à travers un centre de pilotage de la performance énergétique qu'on a mis en place sur les installations qu'on gère pour nos clients. Et cette dimension de pilotage à distance, elle peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on se dit depuis ce matin du local, mais en tout cas, c'est une réalité de nos évolutions. Je pense qu'il faut l'intégrer sereinement et en faire en sorte que ça valorise aussi le territoire. Tout ça générant effectivement une sorte de consensus local sur tous ces projets énergétiques. J'ai rattrapé le temps. Parfait. Je vous coupe pas, non, c'est bon. Merci beaucoup.
Alors, en théorie, on est arrivé au terme de notre heure, mais je vous propose quand même que l'on prenne le temps de quelques questions. Donc voilà, je dirais la parole est à la salle. Il y a une question là-bas. Une question pour Monsieur Souchier. Vous avez beaucoup parlé de ce qui se passait aux États-Unis et vous avez dit que vous étiez conseil en Europe. Est-ce qu'il y a des expériences intéressantes en Europe? Oui, merci de votre question. Alors effectivement, on avait un temps limité, mais en Europe, en gros, quand on fait des échanges d'expériences sur ce thème-là, dans toutes ces questions, disons des nouvelles approches, nouvelles technologies, etc., on va plutôt chercher au nord de l'Europe, enfin, à partir de la Loire jusqu'au pôle Nord, donc la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Et c'est intéressant par rapport au dernier point que vous avez évoqué, de dire que l'informatique, donc le numérique, le digital, c'est quelque chose qui est pas local, ça n'a pas besoin d'être local. Hein, et c'est intéressant de voir que l'objectif, au fond, c'est de localiser tous les échanges de matière et d'énergie le plus possible, parce que ça n'a pas besoin de circuler, et de mondialiser tous les échanges d'intelligence. Hein, c'est vraiment les deux éléments qui ne sont pas du tout contradictoires. Et dans ce domaine, on va chercher beaucoup d'expériences plutôt dans le nord de l'Europe. C'est là qu'on a aujourd'hui le plus d'expérience. Pourquoi? Aussi parce qu'on a eu des politiques depuis des années qui sont centrées là-dessus. Les politiques nationales qui rendent possible. Hein, la politique, en fait, on pose un cadre dans lequel les acteurs peuvent travailler. C'est vrai qu'en France, on change souvent de politique, donc ça rend la vie difficile pour les acteurs économiques. Et quand on va chercher en Allemagne et au-delà, vers le nord, on a vraiment beaucoup d'expérience. Et en Europe de l'Est, on a beaucoup d'expériences aussi intéressantes sur des manières plus traditionnelles de fonctionner qui, comme on l'a vu dans le Jura, aujourd'hui sont plus considérées comme ringardes. À condition qu'avec la normalisation des pratiques, puisqu'on parle de l'Europe, on a essayé d'unifier un petit peu ce qui se passe en Europe, on a surtout exporté vers l'Europe centrale et orientale nos modes de fonctionnement, les vertueux et les pas vertueux du tout. Et donc on est en train aussi d'effacer des modes de fonctionnement qui aujourd'hui pourraient être intéressants, hein, qui sont plus traditionnels, qui utilisent moins les énergies, etc., mais qui font partie de notre avenir. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'était intéressant de voir que, par exemple, vous parliez de mobiliser les énergies du territoire. Au Danemark, par exemple, il est interdit de créer une ferme éolienne s'il n'y a pas parmi les actionnaires une coopérative d'habitants. Chez nous, on a commencé à avoir la première opération de ce type, pas loin de chez moi, à Redon, il n'y a pas très longtemps. Donc on apprend beaucoup et l'Europe facilite énormément l'apprentissage par nos territoires de cette évolution rapide. Et aujourd'hui, maintenant, les Français aussi sont leaders sur pas mal de choses. Mais c'est vrai que dans le domaine de la vitalité du développement des territoires, on n'est pas encore un pays très décentralisé. Donc on apprend à le faire. Mais par contre, on a d'énormes potentiels dans des tas de domaines. Donc l'avenir est à nous. Merci. Alors, une autre question. Bonjour, Taina Trochon. Je viens de passer 20 ans à l'île de la Réunion. Et c'est un très bel exemple sur ce point-là. On est une île, 10 000 km de la France. Donc, un besoin de développement local extrêmement vital, même. En termes de développement local et de marque locale, ils ont développé depuis 10 ans à peu près, je pense, enfin une dizaine d'années, une marque qui s'appelle Nous l'a fait. Alors, c'est du créole, mais je pense que tout le monde comprend. Hein. Et c'est une marque qui existe depuis 10 ans. Et ils ont développé énormément de choses dans cet esprit de développement local. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'il y avait peut-être une question. Ah non, là-bas. J'ai vu une main levée là-bas, au fond.
Bonjour, je suis Mohamed Sebia, je suis chargé de mission RSE à la Chambre de commerce des Alpes de Haute-Provence. Donc Emmanuel, on va être en contact très prochainement. Oui, nous, ce qu'on se posait comme question avec ma collègue Corinne, c'est par rapport à l'association Monsieur Chauvin, vous êtes donc président de cette association. Quel est le cahier des charges? Qu'est-ce qu'il faut présenter pour pouvoir faire partie de votre association? Et je voulais juste vous rappeler, me semble-t-il qu'en Bretagne, il y avait également du Made in Bretagne. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu similaire? Et puis voilà, juste pour faire le rapprochement avec ces différentes initiatives, moi je trouve ça assez intéressant. Et probablement qu'on fera appel à vous pour du témoignage. Alors effectivement, dans un comparatif rapide, on va dire que le produit en Bretagne, il y a vraiment une dimension économique de promotion d'un produit. Nous, dans le label Made in Jura, on est vraiment dans une dimension humaine où on veut emmener un maximum de gens. Donc en fait, toute entreprise implantée sur le département peut adhérer à l'association Made in Jura. Je serais tenté de dire même à titre de provocation si elle importe 100% de ses produits de Chine. Cependant, elle ne pourra logoter un produit Made in Jura qu'à partir du moment où au moins 50% de sa valeur ajoutée est faite dans le Jura. Et donc ça, on n'a pas, nous, une valeur, on n'a pas une possibilité d'aller contrôler. Mais là, encore une fois, on est sur la foi et sur le niveau de confiance dont on parlait et d'autocontrôle et de loyauté entre nous, et en se disant que voilà, les membres de l'association, on sera suffisamment grand garçon pour aller trouver le confrère qui l'utilisera, je dirais, de manière un petit peu trompeuse. Alors, je voudrais aller dans ce sens aussi pour dire que les réseaux d'entreprises locales qui marchent le mieux en Amérique du Nord, ils font exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas un réseau des meilleurs, de ceux dont on parle tout le temps. Tout le monde est bienvenu dans le réseau, et le réseau a une fonction de faire monter en qualité l'ensemble des membres, y compris ceux qui sont un peu considérés comme des mauvais. On les prend dedans et on travaille avec eux de manière à faire progresser la communauté entrepreneuriale, comme ils disent. Et ça, c'est un élément vraiment fondamental. On laisse pas... Parce que quelqu'un qui est mauvais dans sa performance, c'est pas qu'il a envie d'être mauvais, c'est qu'il n'a pas forcément les éléments. Et en Seine-et-Marne, c'est intéressant, il y a un réseau qui s'est développé d'industriels sur la RSE, et ils se sont rendus compte que les TPE avaient plus de mal. Donc les entreprises moyennes, au bout de quelques années, ont décidé de mettre en place un système de parrainage qui fait que ceux qui ont de la ressource humaine, de la compétence, des moyens, etc., parrainent des petites entreprises qui ont moins de moyens, et ensemble, ils montent. C'est vraiment cette notion du fait qu'on est complètement interdépendant, et que les plus mauvais dans leur pratique, en fait, ils impactent tout le monde. Donc on a intérêt à ce que personne ne reste en difficulté. C'est vraiment un travail d'apprentissage collectif qui est très intéressant. Alors moi je voulais rajouter d'un mot, effectivement, qu'on est sur une réflexion aujourd'hui de créer une marque d'excellence qui soit effectivement le haut du panier et qui ait un effet d'entraînement. Effectivement, et cette marque d'excellence, elle n'est pas liée à la taille, mais elle est vraiment à la vertu du Made in Jura. Donc bon, c'est une réflexion, on n'est pas encore mais c'est vraiment dans l'esprit dans lequel on veut travailler. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? C'est vrai qu'on aurait pu aussi envoyer une question à la salle qui était que retenir, qu'est-ce que vous retiendriez de ce que vous avez entendu ce matin de l'autre côté? Vous parlez effectivement, c'est un investissement, le Made in Local. Donc ça veut dire qu'à court terme, on est prêt à payer plus cher, à investir. Mais c'est l'amélioration de la performance à moyen terme et long terme. Donc ça veut dire quand même que, par exemple, le consommateur, au départ, est prêt à payer plus cher souvent. J'ai une réponse partielle. Si vous permettez. Les réponses peuvent effectivement être dans la salle. Bonjour, Sophie Davidson. Il y a quelques années, il y a plus de 13 ans,
j'ai commis un mémoire qui s'appelait Responsabilité sociétale et rentabilité économique dans les structures hôtelières. Donc effectivement, j'ai été accueillie par la directrice de formation avec des yeux comme ça. Je dis écoutez, je m'adresse un peu à des professionnels et ça a été très très bien accueilli par les professionnels. Donc dans ce mémoire, en fait, ma démonstration tentait d'indiquer aux hôteliers, puisque c'était ma démarche, que une démarche de responsabilité sociétale, de développement durable, ne coûtait pas forcément plus cher, mais pouvait être rentable. Donc je pense qu'un document où on établit, comme je l'avais fait modestement à l'époque, faire un audit et voir la problématique. J'ai trouvé des solutions pour chaque point un peu partout dans le monde, des exemples de bonnes pratiques, et j'arrivais à chiffrer, soit en termes de durée de retour sur investissement ou de gains immédiats. Et je pense que ça peut aider. Donc effectivement, on ne peut pas tous investir tout de suite, mais sur des gestes, on peut modifier un comportement et ça ne coûte pas plus cher au départ. Et dans le domaine de l'entreprise, pour continuer sur cette ligne, souvent, moi j'ai remarqué qu'on n'achète pas à des fournisseurs locaux parce qu'on ne les connaît pas. Donc la capacité pour une PME, une TPE, d'avoir une notoriété suffisante pour que les clients potentiels se disent « Ah tiens, mais au fait, je vais acheter chez machin », c'est juste qu'ils n'ont pas eu les moyens ou l'idée de se faire vraiment connaître. Donc et ce n'est pas forcément des produits de moins bonne qualité ou plus chers. C'est simplement au contraire, vous le dites. Donc en fait, le travail, c'est un travail de connaissance mutuelle, et on l'a vu dans tous les exemples, d'arriver à faire que la communauté des entreprises, mais c'est vrai aussi pour les ménages. Dans ma famille, maintenant, nous, on achète pratiquement tout local, je disais tout à l'heure, sauf les piles, parce qu'on ne sait pas trouver les fabricants de piles locaux. Mais ça demande de la part du client de faire un travail de recherche qui n'est pas aisé. Quand vous avez des informations, soit dans votre boîte aux lettres, soit qui sont diffusées sur l'existence d'une offre, en général, elle n'est pas locale parce que les locaux n'ont pas eu les moyens ou l'organisation ou la décision de le faire. Mais il y a une différence. Une étude montre que dans les villes, et je reviens à Amérique du Nord parce que là j'ai des chiffres là-dessus, les villes dans lesquelles il y a un travail d'information de la clientèle, qu'elle soit publique, entrepreneuriale ou des ménages, l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises locales, quand il y a ce travail permanent d'information, en 2012, il était de plus 7% de chiffre d'affaires sur l'ensemble des entreprises locales. On a pris des villes-tests dans d'autres régions dans lesquelles il n'y a pas du tout ce travail, c'était plus 2% en moyenne, 5% de différence d'augmentation de chiffre d'affaires sur une année. Pour une petite entreprise, ça peut avoir un énorme impact. Ça veut dire que la collectivité des acteurs, en faisant ce travail de rendre accessible l'offre locale, et puis vous parlez de l'informatique, Internet, etc. On a aujourd'hui des outils qui permettent aux petits d'être présents sur Internet. Mais il faut apprendre aussi et créer des plateformes locales. Et il y a un énorme travail. Mais ça ne veut pas dire que la production locale est moins bonne et plus chère. Hein. Pas toujours. Oui. Bon, on me fait signe qu'il faut. Bon, il y avait peut-être une toute dernière question de Madame. Et puis on s'arrêtera là. Bon, peut-être que Raphaël... Alors, rapidement, la monnaie locale, c'est un génial instrument pédagogique, parce que du coup, on voit de la monnaie locale. Quand je pose la question à un certain nombre d'entreprises, ici ou ailleurs, ils disent si on arrive à dépasser 1% du chiffre d'affaires du territoire qui passe par la monnaie locale, ça vaut la peine, sinon, pour les entreprises, c'est beaucoup de travail, avec un impact réduit. Donc une des solutions, et on le voit dans quelques villes, c'est que les collectivités et les gros acteurs économiques se mobilisent. Quand une ville française, Boulogne-sur-Mer, le maire a décidé, il était ministre du Tourisme, il est allé voir son collègue donc à Bercy, il a eu l'autorisation d'utiliser, d'être acteur économique, prestataire de la monnaie locale. Du coup, la monnaie locale, ça fait des millions. Mais tant que ce sont des petites entreprises et souvent des gens un peu militants, ça limite. Donc, monnaie locale, c'est un bon outil pédagogique si les gros
y participent, à mon avis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne poursuite de journée.